Et on va enchaîner avec notre dernière séquence, une table ronde animée par Nicolas, qui est derrière moi. Nouveau shopper vers un e-marketing mix. Merci Jérôme. On va le faire assez simplement. L'objectif, c'est effectivement qu'on ait une discussion le plus ouverte possible. Je vais vous laisser chacun vous présenter. On va commencer par Yoann, et après on va remonter. Bonjour à tous, donc moi je suis Yoann Barsby, je suis directeur associé pour Publicis Commerce. Voilà, chez Publicis Commerce, on accompagne les marques dans leur accélération en e-retail. C'est ce que j'ai fait toute ma carrière et justement tous les potentiellement accompagnements sur l'accélération de la performance sur, on l'espère, tous les leviers du marketing mix dont on va parler aujourd'hui. Bonjour à tous, je m'appelle Jack Ibanez, je travaille chez VPAD, la régie publicitaire des VP, ex-vente privée. Je travaille dans la construction de l'offre de différents produits publicitaires de notre plateforme de retail media, plus spécifiquement dans nos produits du search, qui permet de toucher plus de 50 millions de membres en Europe. Bonjour à tous, donc moi je m'appelle Maude Ferry-Vilsec, je suis l'ancienne directrice e-business de Danone. Depuis 6 mois, je fais une activité de conseil, donc j'accompagne les entreprises qui veulent accélérer en e-business et je suis en phase de création d'entreprise. L'objectif étant de créer un accélérateur incubateur pour équipe e-business, donc l'idée étant d'aider les entreprises, majoritairement du coup annonceurs, à devenir multidisciplinaires, parce que faire du e-business, c'est vraiment toucher toutes les disciplines du e-business, qu'elles soient marketing, commercial, sales, etc. Voilà, donc on se reparle dans 6 mois. Et rebonjour à tous. Moi, je vais juste du coup présenter un petit peu Citrussad que je représente. Donc, j'ai le plaisir de diriger Citrussad en France et diriger le développement de Citrussad. Citrussad, c'est une technologie de retail média et donc qui va permettre à des distributeurs d'aller monétiser leur inventaire, leur site, leur data auprès de marques partenaires, auprès de marques qu'elles soient, on dit captifs, endémiques ou non captifs, non endémiques. Et c'est ce que permet la plateforme de Citrussad, qu'on a depuis quelques mois rapproché d'Epsilon. Donc vous avez peut-être entendu le lancement de la plateforme unifiée Citrussad Power by Epsilon. Merci à tous les quatre. Donc, on va commencer par discuter de e-marketing mix. Pourquoi est-ce qu'on a mis ce sujet-là sur la table aujourd'hui ? Et en fait, la raison est relativement simple, dans la mesure où aujourd'hui, c'est assez évident que le shopper, par la porte ou par la fenêtre, est un e-shopper, soit parce qu'il achète des catégories directement online, soit parce que simplement il se renseigne online. Mais le mix qui existe aujourd'hui entre du physique et du digital est absolu. La conséquence de ça, qui est à la fois une bonne nouvelle et un challenge, c'est la quantité de data qui est disponible pour pouvoir travailler ce nouveau shopper. On est passé d'un seul coup moi je me souviens il y a quelques années quand on faisait des analyses shopper, on essayait péniblement de trouver de l'information et là ça s'est complètement retourné, on en a quasiment trop pour pouvoir la gérer et la conséquence de ça forcément c'est que l'industrie en tant que telle essaye petit à petit de rattraper cette nouvelle vitesse et le marketing mix classique tel qu'on l'a connu se modifie au fur et à mesure en e-marketing mix et donc l'idée c'est pouvoir en discuter tous aujourd'hui. Et donc pour commencer, on va commencer sur une définition du e-marketing mix. Maud, je te propose de commencer. Ok, c'est intéressant parce que forcément on s'est parlé une fois avant et alors ça a été la première réaction parce qu'il y a plein de définitions possibles du marketing mix. Et moi spontanément ce qui me vient en fait c'est déjà marketing mix à la base c'est des 4P, donc produit, place, promo, etc. Et quand on rajoute le E devant, ça a mis en perspective du coup des nouveaux assets et des nouvelles, du digital on va dire. En fait, pour moi, c'est la digitalisation du coup du marketing mix. Pour ça, du coup, ça me fait penser au fait le besoin de définir le e-marketing mix. En fait, ce serait de dire quelles sont les règles d'or, les nouvelles règles d'or à mettre en place sur chacun des leviers. Pour faire en sorte que quand on crée un produit ou un service, il soit immédiatement adapté du coup au monde digital. Voilà. Et du coup, ça me fait le pendant également dans ma tête à une démarche qu'on a pu faire plutôt côté sales, parce que moi je suis d'un background sales, autour du category management, parce que finalement le category management c'est l'application commerciale d'un marketing mix, et où on a déjà, dans une autre association interprofessionnelle, mis en place finalement les règles d'or du e-category management. Donc voilà, moi la définition du e-marketing mix, ce serait
la digitalisation du marketing avec la nécessité de mettre en place des règles d'or. Voilà, pour s'adapter en fait à ce monde totalement VUCA qui est digital. Très clair. Johan, quand tu as vu aussi au fur et à mesure de ta carrière l'évolution du marketing mix et donc du e-marketing mix, et encore une fois, quand on repart sur cette définition, comment est-ce que tu l'aperçois aujourd'hui ? Je crois qu'on a parlé de digitalisation avec le I, évidemment. On parle aussi de dynamisation. On a évoqué avant le retail média. Le retail média, de ce point de vue-là, c'est un accélérateur de particules, d'une certaine manière, parce qu'il met en face d'une publicité un produit dans son mix en entier, une expérience de consommation immédiate. Le e-marketing mix, ça exige aujourd'hui, dans un univers digital, de dynamiser l'offre, et c'est ce que fait par exemple Wikicart, et de personnaliser également l'offre pour le consommateur, parce que dans la rapidité de consommation qu'entraîne cette expérience digitale, le marketing mix a besoin lui aussi d'évoluer de manière beaucoup plus dynamique et accélérée. Jack, dans la partie, alors parmi les interlocuteurs et les discussions qu'on a aujourd'hui, tu es un de ceux qui est sur du non-alimentaire. Quelle perspective tu as de ton point de vue sur le marketing mix de la même manière ? Eh bien, je suis d'accord avec le monde du dynamisme parce que, en fait, si on regarde la théorie des marketing mix, c'est quelque chose qu'on parle des années, depuis des années 30, 40, où on parlait d'un marketing mix statique. C'est-à-dire que les stratégies d'un go-to-market d'un produit et qu'on faisait des analyses produits en prenant comme son marketing mix, c'est fait au moment de lancement ou peut-être au moment d'une revue une fois ou deux fois par an ou même par trimestre. Mais maintenant, c'est plus le cas. Le marketing mix doit itérer constamment grâce à l'accès des données qui ont les industriels qui sont mis à disposition par des retailers. Et c'est là où aussi le sujet des retail médias prend de la place. Donc pour moi, le marketing mix, aujourd'hui, c'est juste une évolution de ces 4P motorisée par l'accès à la data. C'est ton tour, Tanguy. Aujourd'hui, toi, tu es au cœur du réacteur, littéralement, sur les changements qui sont en train de se faire, la vitesse à laquelle ils arrivent. Tu as aussi une expérience de grande conso. Du coup, avec cet œil-là, comment est-ce que tu le vois évoluer ? Enfin, comment tu le vois aujourd'hui et comment est-ce que tu le vois évoluer dans le futur ? Oui, je suis d'accord avec mes collègues. Je pense qu'il y a un côté d'instantanéité qui est très fort avec la partie digitale et aussi une facilité d'accès. C'est-à-dire que accéder à de la data, sell-out, quand je suis moi une marque, c'est pas toujours simple. Avec la partie digitale, c'est de plus en plus accessible déjà. C'est même pas, il y a la vitesse certes, mais il y a le côté. Avant, c'était même pas complètement possible ou pas avec la même granularité. Et donc en effet, à la fois la granularité et l'instantanéité, ça transforme des choses. Ça transforme notamment des notions. Par exemple, si on prend la partie promotion, évidemment, je vais pouvoir rapidement mettre en place une opération du jour au lendemain, de la programmer, d'apporter mon budget, etc., pour la lancer le lendemain. Ça, sur la promotion d'un point de vue physique, c'est plus compliqué, que ce soit avec un afficheur, avec une chaîne de télé. Il y a quand même une programmation qui est sur un temps plus long. Donc cette instantanéité, elle permet aussi d'aller optimiser ce qu'on fait. Et d'aller optimiser ces 4P. Donc forcément, ça a aussi une incidence, selon moi, sur les organisations. Sur l'organisation tant du côté retailer pour permettre d'accéder à cette data et permettre l'accès aux marques, que évidemment du côté marque, avec des plateformes qui puissent permettre de checker où est-ce que je suis en termes d'assortiment, où est-ce que je suis en termes de prix, où est-ce que je suis en termes de mise en avant, et pouvoir du coup optimiser ce qui est fait sur ces différents piliers. Je peux faire un complément ? Bien sûr. Du coup, ça me fait penser aussi que en fait, envie de rajouter ça, c'est-à-dire que le marketing mix aujourd'hui, quand on le passe on a envie de stretcher. Enfin, dans les 4 piliers, il y en a 2 qui sont déjà, on va dire, assez matures sur le côté Voilà, en effet, la partie promotion, la partie prix, c'est assez dynamique, assez mature dans l'instantanéité, la digitalisation, l'accès aux consommateurs de manière digitale, etc. Sur les leviers place, channel, on va le mettre aussi parce qu'on a quand même maintenant pas mal de channels e-commerce. Mais sur le pilier du produit, là, pour le coup, il y a un énorme travail à faire pour le rendre
Je dis pas que c'est par là qu'il faut aller, mais moi j'ai un background de grande consommation et je suis complètement bluffée. Alors on va mettre de côté l'impact sur la planète, c'est pas du tout ce que je veux dire, mais bluffée par la transformation qu'a eu le monde de la fast fashion. C'est-à-dire que et sur le pilier produit. C'est-à-dire qu'on est passé de 1 à 2 collections par an à une collection tous les 15 jours. Et cette capacité d'accélérer la mise en marché, d'accélérer la variabilité de l'offre, pour moi, est un exemple parfait du e-produit, en fait. Et du coup, le e-marketing mix, pour nous, produits grande consommation, pour moi, c'est un énorme challenge au niveau du produit. Et c'est en effet, je suis parfaitement d'accord avec Tanguy, un challenge commun avec les retailers, puisque une marque est rarement propriétaire de son canal de distribution. Donc voilà. Je pense qu'on est tous en train de toucher sur le sujet, le dynamisme, la rapidité avec laquelle les choses évoluent. Forcément, à la fin de l'histoire, celui qui évolue le plus vite, c'est le shopper, parce que c'est grâce à lui ou à cause de lui qu'on est obligé de faire un certain nombre de ces changements. Et on a aussi commencé à en parler, Tanguy l'a évoqué, mais ça a forcément un impact sur les organisations, que ce soit chacun dans les silos ou en tant qu'entité générale. Et donc, du coup, la question devient qui a la responsabilité du marketing mix aujourd'hui et potentiellement qui devrait l'avoir. Tanguy ? Oui, tu as raison de le souligner. Je pense qu'il y a un vrai changement parce que quand on réfléchit à une organisation d'une marque historiquement, on a une équipe marketing qui est plutôt orientée vers le consommateur et on a quand même plutôt une équipe commerciale qui est plutôt orientée vers son distributeur qui est son client du quotidien. Et là-dessus, l'apport de la data, l'apport de l'action et finalement de savoir ce que fait mon shopper après une action que j'ai réalisée, ça amène forcément une transformation de ça parce que certes, le marketing va avoir cette information supplémentaire pour aller modifier son plan marketing, son plan média, ses actions promotionnelles, etc. Et côté commercial, ça transforme aussi beaucoup les choses parce que on n'est pas seulement dépendant d'une relation commerciale de négociation, mais aussi il y a une certaine collaboration qui peut se mettre en place sur le côté où finalement la collaboration par la data peut permettre à une équipe commerciale de se tourner beaucoup plus vers le shopper qu'auparavant. Et ça, je pense que ça modifie grandement les organisations. Ça me fait penser à une entreprise que je connais un petit peu, mais à Unilever, qui récemment a annoncé justement que tous ces hubs digitaux, qui étaient un peu répartis dans des pays clés, ils allaient se transformer, enfin ils sont déjà transformés dans des hubs digitaux et commerciaux. Donc c'est pas une disparition de la partie marketing, c'est plus ils ajoutent la partie commerciale dans leur vision marketing. Et ça, je trouve ça hyper peut-être en avance, mais hyper pertinent par rapport à l'évolution du shopper. Parce qu'en fait, le shopper, il se balade, certes, il se balade sur des sites comme chaque consommateur, mais il est aussi shopper dans son parcours. Et donc, apporter la liaison finalement entre marketing et commercial, ça me semble être quelque chose qui a beaucoup d'avenir. Est-ce que Maud, c'est aussi ce que tu as vu en termes entre guillemets, de diffusion de la responsabilité, c'est-à-dire quelque chose qui avant le marketing mix était relativement clair en termes de responsabilité. Est-ce que tu sens aussi cette diffusion de cette responsabilité un peu partout dans l'organisation ? Ah oui, totalement. Je partage, oui. Donc je ne vais pas paraphraser, mais je pense que la clé d'entrée du parcours d'achat et du shopping journée devient la clé d'entrée, à mon avis, la plus pertinente pour harmoniser l'organisation. Et donc c'est sales marketing, mais c'est aussi supply et finance. On en parlait dans la table ronde juste avant, l'attribution des budgets. C'est quelque chose de très important, la confiance dans les budgets. Et faire du e-business, marketing mix, Cateman, etc., peu importe, ça sous-entend que l'ensemble de l'entreprise finalement soit aligné derrière ça. Donc oui, je partage à 100%. Et je pense que pour les... que ce soit des gros groupes comme Danone ou des plus petits que j'ai pu rencontrer sur les derniers mois, c'est une question qui est présente dans tous les cerveaux, de quelle est la bonne organisation. Et je partage assez le modèle à la Unilever de multidisciplinaire, en fait. Il faut un chef d'orchestre. Et Jack, là, par rapport à ce qu'on est en train de dire, l'évolution est en cours. Est-ce que tu vois des organisations, ou même dans ta propre organisation, quelque chose qui fonctionne particulièrement bien aujourd'hui, ou est-ce que c'est encore quelque chose qu'on doit travailler et qui doit être une priorité pour les organisations ? Je pense que la data ajoute une complexité très forte au niveau des équipes industrielles ou même des retailers qui amènent à ces organisations à se transformer et mettre la data au centre et même les compétences des personnes qui gèrent le quotidien pour
pour trouver des synergies et pour trouver les vraies réponses. Dans les cas des VP, nous, on a une approche à data très forte. On voit de Carrefour également avec une approche des data très forte et de plus en plus les marques également. Du coup, je pense que c'est cette complexité que se rajoute maintenant au quotidien des équipes et que tout le monde doit monter en compétence pour mieux répondre à ces nouveaux e-shoppers. Et peut-être pour rebondir sur ce que tu dis, Jacques, je pense aussi en effet qu'il y a des nouveaux rôles d'ailleurs qui sont en train d'être créés dans les organisations. Quand on a une quantité de data importante, que ce soit issue d'un assortiment, issue finalement d'une communication, d'un plan retail média, des choses comme ça, ça amène une autre façon de digérer les résultats d'une activation, des insights sur mes consommateurs, des informations sur mon sell-out. Et ça, forcément, ça amène d'autres profils aussi, complémentaires à des profils marketing et commerciaux qui sont nécessaires pour la bonne compréhension du business. Oui, la quantité de data a été multipliée par 20, par 50. Et du coup, comment tu peux digérer tous ces data et avoir des actions concrètes au niveau de commerce, au niveau de market. Je pense que ça devient assez complexe pour des équipes traditionnelles. Et exactement, et justement pour illustrer cette évolution des rôles, nous on le voit beaucoup évidemment côté commerce Publicis dans la constitution des plans médias, où finalement la réflexion elle se fait beaucoup plus largement sur les autres leviers du mix marketing, qu'elle est nourrie au niveau planning stratégique aussi, en fonction davantage des cadencements de lancement produits, des évolutions, packaging, des problématiques qui sont très retail, sans rentrer dans la technique, mais sur les switches de AN, etc., qui posent des complexités, qui demandent d'adapter les plans médias, qui sont nourris en retour par la data qu'on arrive de manière plus structurée à leverager pour la phase d'activation suivante, quoi. Et justement, sur cet aspect qui est de dire, quand on parle du marketing mix, il y a l'organisation en 4P, où on regarde le shopper journey, mais il y a quand même cette sensation que, parce qu'on a plus d'informations, il y a aussi un certain nombre de barrières qui sont en train de tomber, c'est-à-dire ce qu'on appelle du média dans les retail média. En fait, c'est plus du média classique, on peut le mesurer de manière différente, il se rapproche où il est déjà dans l'acte d'achat en tant que tel. Et donc, du coup, la data est en train de modifier la façon dont on s'organise et la façon dont on travaille. D'un côté, c'est incroyablement intéressant, il y a des opportunités qui étaient inconcevables il y a encore 10 ans en termes de compréhension. Mais dans l'autre sens, c'est ce que j'essayais de dire un peu tout à l'heure aussi, c'est qu'il y en a tellement, où ça devient tellement difficile de la gérer. Comment est-ce que vous voyez aujourd'hui, quels sont pour vous les challenges entre le e-marketing mix et la data ? C'est-à-dire là, ça ressort pour tout le monde de dire il faut qu'on le fasse évoluer et c'est forcément sur la data. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Mais concrètement, aujourd'hui, est-ce que vous trouvez que c'est quelque chose qui est suffisamment fluide ? Est-ce qu'il y a des blocages ? Et ça, peut-être qu'on essaie aussi d'aller au-delà du fait que ceux qui ont plus de données, évidemment, sont les retailers et que la diffusion est toujours un sujet. Mais au-delà de ça, comment est-ce que vous voyez les choses, la relation entre data et marketing mix ? Peut-être, Ouais, on a parlé du trust, de la confiance qu'on a dans cette data-là. Je crois que les organisations, elles ont encore besoin de gagner en confiance sur le fait que, en mettant à l'œuvre, en mobilisant et en structurant cette donnée retailer, on peut apprendre beaucoup, évidemment, du consommateur et de ce dont il aura envie demain. Et donc, en partie, définir le mix marketing de manière non plus très top-down, marque qui aura tendance à créer le besoin du consommateur à coût justement de plans médias, peut-être parfois un peu de matraquage, mais au contraire, en partant du consommateur et de son besoin, pour créer le bon mix marketing et l'activation ensuite qui va bien, qui touche ce consommateur finalement assez naturellement, puisque le produit a réellement été défini et le mix en fonction de ce dont il a envie, quoi. Comment est-ce que tu vois cette partie-là comme évolution justement sur VP dans la mesure où, encore une fois, il y a un aspect de la discussion qui est sur la grande conso dans lequel il y a une fréquence particulière, une répétition. Oui, les EN bougent, mais globalement, c'est quelque chose qui est relativement figé. À l'inverse, dans la mode ou dans les éléments plus, pour le coup, il y a moins de stabilité. Donc, comment est-ce que vous le percevez à ce stade-là ? Je pense aussi qu'il faut avoir un peu de l'empathie envers les équipes, même des retailers et des marques, qui, peut-être en 3, 4 ans, 5 ans, maintenant, ils doivent gérer cette quantité de données et faire des choses avec. Donc, même peut-être pour les équipes des retailers en interne, faire de la gestion de cette data pour que toutes les équipes puissent faire des choses concrètes, ça devient un challenge.
et ensuite mettre à disposition ces données à des partenaires pour qu'eux-mêmes puissent prendre des décisions et nous aider à nous-mêmes les mettre en avant ou accélérer leur vente. C'est un travail des synergies, d'alignement. Ouais, c'est en construction et c'est en pleine évolution. Hein. C'est un sujet dont on parle depuis 3 ans. Donc, les structurations de la data restent très importantes. La mise à disposition de ces données reste très important. Mais c'est en cours de construction. Tout n'est pas parfait, ce que je veux dire. Maud, dans ce que tu as vu en termes d'expérience quand tu étais chez Danone pour justement mettre en place ces équipes-là, d'un point de vue data, quels ont été les plus gros challenges pour vous ? Je ne vais pas répondre sur Danone parce que c'est pas le plus pertinent. Je pense que la disponibilité de la data aujourd'hui, en fait, moi, elle me fait rêver à un truc, c'est de créer dans les organisations un binôme avec un lead, donc une personne, on va dire plutôt au niveau stratégique, qui a une vision de ce que la marque ou le retailer, peu importe, mais imaginons une marque, doit porter comme message et quelle est la ligne stratégique de cette marque, qu'est-ce qui est pertinent pour elle, est-ce que c'est, j'en sais rien moi, un message sur sa valeur de marque, est-ce que c'est un enjeu de l'année sur le recrutement, enfin j'en sais rien, il faut une direction stratégique et il lui faut un binôme de data analyst et data analyst c'est pas un métier qui existe côté marque aujourd'hui. Et je pense qu'il est temps de mettre des data analystes côté marque. Analyser quoi ? Analyser la data des retailers, analyser la data des régies, la data des... Bon, bref. Et en fait, ce data analyst, peut-être qu'il a un rôle un tout petit peu différent quand il est côté marque que quand il est côté tech. C'est qu'il a, comme à mon avis, rôle d'être un narrateur et en fait d'être capable de faire parler et de synthétiser l'histoire qui sort de ces chiffres. Parce que je pense que c'est ce qui manque aujourd'hui. Moi, je suis très inspirée par ce qui se passe en ce moment chez Carrefour, leur capacité à utiliser un nombre exponentiel de data au service de la personnalisation. Mais quand on regarde bien, en tout cas c'est mon avis, ils ont des cas d'usage qui correspondent à leur strate. Et il y a avant tout une ligne éditoriale. Donc pour moi, le piège de la data, c'est de se dire qu'il y en a tellement qu'en fait, on pourrait ouvrir toutes les portes. Sauf qu'en fait, à mon sens, il faut qu'une marque ait une ligne directrice et cherche la data en application à cette ligne directrice. Voilà. Est-ce que tu vois en termes de profil, parce que tu parlais de data analyst pour aider à faire des histoires, on a quand même 2-3 data scientists chez Lucky Cart aujourd'hui, et ce qui est vrai, c'est qu'en termes de profil, entre guillemets, la capacité à faire chanter les chiffres, ou en tout cas de les mettre dans une telle manière à ce que ce soit compréhensible, est aujourd'hui forcément un challenge pour toutes les organisations. Ce type de profil-là, aujourd'hui, vous considérez que c'est quelque chose qui existe, ou c'est quelque chose qu'il faut qu'on arrive à créer, à trouver ou à développer ? Je pense que si je devais le recruter là, il faudrait le chercher et le développer. À mon avis, il faut prendre quelqu'un qui a une capacité qui connaît un peu la tech, mais qui a ensuite une capacité narrative et de prise de recul stratégique. À mon avis, c'est un job à créer côté marque. Et puis pour moi, c'est un vrai enjeu. C'est quand même bouleverser une organisation qui existe sans data analyst depuis très longtemps et à qui on dit tiens, on a un nouveau produit, on a fait des études consommateurs, un peu au niveau global, ça va marcher dans ton pays aussi. T'es pas toujours sûr que ça va marcher au final. Alors que là, en fait, grâce à la data, le rôle du data analyst, comme le dit Maud, ça peut être aussi de remonter la bonne information pour prouver que peut-être que ce produit-là est peut-être pas le plus approprié à ce moment-ci, dans ce pays-ci, chez ce retailer-là, parce qu'on a la data pour le prouver. Et ça implique quand même un vrai changement de mindset, en fait, pour les organisations. Parce que quand... le rôle du data analyst, à mon sens, elle est énorme. Parce qu'il peut transformer un peu la façon de réfléchir sur le produit, réfléchir sur la stratégie commerciale et réfléchir sur un assortiment un peu complet. Donc là-dessus, il y a pour moi ce challenge-là, à la fois de recruter des bons acteurs, mais aussi que ce data analyst, si c'est le rôle ou un data scientist, etc., mais puisse être écouté pour que son avis soit vraiment pris en compte dans l'organisation. Et donc là-dessus, je pense que c'est aussi une grosse avancée à faire de la part des organisations, tant du côté retailer, je pense, que du côté marque. Et il faut faire tomber la différence entre sales et marketing, parce que le volant d'information qu'il y a dans les bilans des campagnes de retail média est énorme. Et en fait, est-ce qu'aujourd'hui, toute organisation se dit « Ok, j'en tire 100% des learnings pour faire évoluer ma strat ?» Je ne pense pas. Donc oui, c'est ça, il y a une sorte de rôle et de statut et de
d'estrade à donner à ces business analysts qui a changé à mon avis. Petit complément là-dessus, je pense que c'est aussi un challenge humain parce que d'un point de vue individuel, ça fait appel assez traditionnellement à deux parties du cerveau, quoi, hein. C'est-à-dire que traditionnellement, on a formé des matheux, data analystes qui vont être capables de cruncher cette donnée, d'en sortir des insights. Derrière, tu parlais de faire chanter les chiffres. C'est traditionnellement d'autres personnes qui sont capables de le faire. Là, il faut créer des profils qui sont capables de faire les deux. D'un point de vue formation académique, c'est encore évidemment très très compliqué. Donc c'est aussi aux organisations en interne de prévoir ces programmes de formation, de montée en compétences, d'accompagnement d'un point de vue humain, je crois. Dans la façon dont on en a parlé pour l'instant, en fait, quand on parlait de changement d'organisation ou d'évolution, on l'a pris sur un angle qui était vraiment, entre guillemets, chacun des silos, quoi. C'est-à-dire d'un côté, les annonceurs, les retailers de l'autre, et ainsi de suite. Et c'était aussi une des démarches, un des constats qu'on avait fait avec Florence quand on a commencé à regarder le sujet de la mesure, ou en tout cas du retail média, qui par définition est un sujet d'écosystème. Et quelque part, la responsabilité du marketing mix chez les annonceurs est un sujet, mais la responsabilité du marketing mix dans l'écosystème, on est encore dans la mesure, effectivement, tout le monde n'a pas le même accès à la data, tout le monde ne s'en sert pas de la même manière. Et donc, du coup, en termes si on essaie de se projeter un peu en termes de collaboration dans l'écosystème, par écosystème, j'entends les annonceurs, les agences, les retailers et autres. Qu'est-ce que vous souhaiteriez aujourd'hui ? Qu'est-ce qui ferait potentiellement plus de sens pour que ce soit quelque chose qui fonctionne de manière un peu plus fluide aujourd'hui et plus efficace ? Moi, je dirais que c'est une capacité à agréger et à rendre la donnée davantage transparente et agnostique, c'est-à-dire qu'elle n'a pas forcément besoin. On a des préconceptions sur cette propriété de la donnée qui fait qu'on a envie de la garder pour soi et de pas forcément la partager. Au final, d'un point de vue écosystème, plus il y a de partage, plus ça nourrit collectivement les réflexions et plus ça fait avancer le marché dans la bonne direction. Donc, je crois que c'est d'un point de vue technologique et décisionnel, bien sûr stratégique, hein, capable de mettre en commun davantage de cette donnée. Moi, je rajouterais un point, mais c'est des choses qui commencent à se créer. C'est l'accès, finalement, un accès un peu commun à la même data. Parce que sinon, on parle souvent, chacun dans son coin, d'une partie de la data. On n'a pas le même périmètre, on n'a pas le même référentiel. Ce qui est important, c'est d'avoir accès à la même data, à la même plateforme. Et ces plateformes commencent à se créer de plus en plus. Maud parlait de Carrefour tout à l'heure. Carrefour est un des acteurs qui a cru beaucoup, dès le départ, à partager sa data, à la mettre à disposition, à la vendre à des marques et pour qu'elle soit utilisée aussi par des agences. Récemment, il y a Galeries Lafayette qui a lancé Taylor Insight, qui est leur plateforme d'insight, qui va peut-être pas aussi loin que celle de Carrefour, mais c'est une vraie démarche sur un autre secteur où on a un acteur qui croit beaucoup au partage de la data pour le bien de Galeries Lafayette, parce qu'en partageant sa data, il est conscient que les marques qui vont l'utiliser vont peut-être renforcer leur présence sur Galeries Lafayette, avoir plus de pertinence dans l'assortiment, plus de pertinence dans finalement leur prix, leurs produits, etc. Et ça révolutionne aussi un peu l'accès, je pense, à cette data commune. Pardon, et ça révolutionne aussi peut-être le rapport de force, peut-être un peu brutal traditionnellement qu'il y avait entre le fournisseur et son distributeur. Ça crée une dynamique beaucoup plus collaborative, beaucoup plus constructive, qui est a priori intéressante pour la suite. Je suis pas sûr qu'on en soit totalement là pour l'instant, mais en tout cas en termes de direction, on doit y arriver. Si on se projetait encore, enfin essayer de le faire encore un peu plus, si vous avez une baguette magique, donc sans contrainte, ça se passe hyper bien avec les retailers, tout le monde est content, il n'y a pas d'inflation, c'est génial. Qu'est-ce que vous souhaiteriez ? Encore une fois, sans contrainte, pour dire un e-marketing mix qui vous ferait rêver, qui serait vraiment le truc ultime, ça ressemblera à quoi ? Alors, si je dois commencer, on a pas mal parlé du fait que sur les 4 P du e-marketing mix, enfin en tout cas les 4 principaux, c'est le produit qui avait besoin d'être davantage dynamisé. Je suis d'accord avec Maud là-dessus. Pour moi, c'est ça, hein, c'est-à-dire que baguette magique, ce serait presque la capacité pour un consommateur à avoir un produit qui est ultra personnalisé pour lui. Et l'autre consommateur qui serait en train de regarder ou de naviguer sur la même page produit, on aurait finalement un produit qui serait différent dans sa conception et dans le mix en entier, quoi. Jack ? Pour moi, ce serait une marketing mix scientifique, mais pas dans le sens de le rendre complexe, mais tout le contraire, pouvoir profiter de toute cette richesse des data et que soit simple pour les utilisateurs, soit des retailers, soit des annonceurs, de comprendre et prendre des actions.
Moi, sans surprise, c'est aussi autour du produit. Un produit digitalisé, donc un produit digitalisé pour des produits de grande conso, ça pourrait être un produit qui a aussi des services. En fait, c'est comment est-ce qu'on digitalise le business model. Ce serait ça, le e-marketing mix rêvé. Et sur le levier promo aussi, puisque c'est un peu mon dada, j'adore ça, mais on en parle beaucoup aussi, l'émergence du e-B2B. Un e-marketing mix abouti, pour moi, ce serait un marketeur demain qui, quand il pense à sa promo, j'entends là retail média, communication, s'adresse également à l'acheteur professionnel. Parce qu'aujourd'hui, le e-marketing mix professionnel, il y a quasi personne qui s'en charge dans les entreprises. Or, aujourd'hui, on a quand même c'est un énorme marché. Donc voilà, donc ce serait le fait de tirer la couverture un petit peu vers le e-B2B. Et je pense que le levier promotion, dans le sens communication, peut assez facilement switcher dans les mois qui viennent. Moi, je vais prendre un autre P dont on a un peu moins parlé, mais c'est le prix. Je trouve ça intéressant parce qu'on a d'autres secteurs qui sont très en avance sur la partie prix digital. Pourquoi ? Parce que quand on se balade sur le site de la SNCF, sur un voyagiste, etc., on a des prix qui sont adaptés, peut-être, avec du yield management, de la période, du contexte, voire du shopper. C'est quand même pas quelque chose qui est très développé sur l'écosystème retail d'une façon générale, et pourtant le digital le permet. C'est peut-être pas la priorité quand on est un distributeur, et puis ça change aussi beaucoup de choses. Pour autant, c'est une opportunité ouverte par le digital, et donc moi je suis assez, alors je sais pas si c'est un marketing mix rêvé, mais en tout cas je suis assez curieux de voir cette appropriation, parce que j'en suis assez certain que ça va être approprié par des distributeurs de plus en plus dans les années à venir. Merci beaucoup. Et peut-être pour essayer de conclure là-dessus, effectivement, je pense que quand on parlait d'e-marketing mix, on a touché beaucoup d'éléments. On a aussi touché, comme le disait un peu moi tout à l'heure, la partie responsabilité, qui est toujours quelque chose d'un peu particulier. Et je pense qu'un des éléments qui adhère à la data, et on n'y est pas encore aujourd'hui, mais potentiellement, on peut essayer de résoudre ou faire de manière plus intelligente que ce qu'on fait aujourd'hui beaucoup d'éléments de la consommation. Comme tu disais, tu parlais du prix, un produit qui correspond mieux à la façon dont c'est fait, qu'on ait des messages qui soient moins du bombardement continu de pubs, mais quelque chose qui corresponde un peu mieux au profil qu'on peut avoir. Et donc, évidemment, les opportunités qu'on a derrière sont juste complètement énormes. Merci à tous les quatre. On va passer à la suite. Merci beaucoup. Merci. On va prendre un peu de temps pour des questions si vous en avez. Alors on va surtout prendre les questions en physique, je pense que ce serait techniquement plus facile. Avez-vous des questions ? Personne ? Si. C'est souvent la première qui est la plus compliquée à poser. Hein. Oui. Est-ce qu'il y a une question, monsieur ? Ah, pardon. Oui, bonjour, Frédéric Ollier, Weborama. J'avais une question sur la disponibilité de la donnée. Est-ce que vous sentez que les distributeurs mettent facilement leurs données accessibles pour que vous puissiez justement faire des analyses de mesures ? Excellente question. Tu veux commencer ? Vas-y. Alors, si on veut faire une réponse très courte, je dirais oui. Je trouve que quand on regarde ce qui se passe un peu de l'autre côté de l'Atlantique, on voit que les distributeurs sont par défaut beaucoup plus ouverts sur la partie data. Nous, en France, on a un passif avec un peu la création du drive, du click and collect tel qu'on le connaît aujourd'hui. On a été assez précurseurs en France. Donc il y a tout cet héritage de la data offline qui nécessite une transformation des e-retailers qui est peut-être un petit peu plus complexe. Mais on voit que les natifs, ceux qui se sont mis un petit peu plus tard sur la partie digitale, sont très ouverts à partager cette data. Et la deuxième partie que je voudrais dire, c'est que quand on voit l'écosystème qui gravite autour du retailer, que ce soit un LiveRamp, un Lucky Cart ou d'autres qui gravitent autour du retailer, sont aujourd'hui capables de se plugger directement, de récolter de l'information. Alors après, dans l'usage de cette information, voilà, il y a d'autres aspects, et peut-être que Nicolas t'en dira deux mots, mais en tout cas, on sent que ça s'ouvre un petit peu. Et la troisième partie, pardon, il y avait une troisième partie finalement. La troisième partie, c'est que du coup, moi, je suis lead de la task force côté Alliance Digital, mais je suis aussi la cofondatrice de Datagram, qui est une plateforme d'e-retail analytics, et on a de plus en plus en fait de distributeurs qui viennent plugger leur data directement chez nous pour le service des marques. Donc c'est long. Je ne suis pas sûre qu'on le vivra tous, cette transformation. Mais en tout cas, il y a une vraie volonté. Et je pense que les associations ont aussi un rôle primordial à jouer là-dedans. Alors, à l'Alliance Digitale, évidemment, mais aussi pour toutes les associations qu'on parlait aujourd'hui. Et les mœurs sont vraiment en train de changer.
Ouais, et pour compléter, moi j'ai vu, d'expérience, j'ai vu deux cas assez, deux setups assez différents. Quand je travaillais chez Procter, en général, à l'époque, Procter disait une boîte data-driven. À l'époque, quand on voit la quantité de données qu'on avait, on peut rigoler un petit peu, mais c'était effectivement la façon dont ça fonctionnait. Et en général, ça nous arrivait plutôt d'essayer de fournir des analyses aux retailers, plutôt dans l'autre sens. Donc la partie données était plutôt une responsabilité côté annonceur. Ça s'est évidemment complètement retourné. Nous, effectivement, dans le cas de Lucky Cart, on récupère l'intégralité des tickets de caisse. Et au début, quand j'ai commencé à regarder ce que faisait Lucky Cart, je disais, mais en fait, c'est pas possible. Vous n'avez pas accès à tout ça. C'était pas possible. La réponse est si. Et donc, petit à petit, ça se fait. On sent aussi côté des annonces des retailers aujourd'hui qu'ils comprennent qu'il y a intérêt à ce que ce soit diffusé parce que c'est bon pour tout le monde. Donc, dans l'intégralité de la chaîne. Est-ce qu'on est à un stade qui soit satisfaisant? On va pas se mentir, la réponse est non. Mais clairement, la direction est en train de prendre forme. Je pense aussi qu'il faut quand même, pour le coup, rendre à César ce qui est à César. C'est-à-dire que là, dans un laps de temps relativement court, les anciens se sont quand même essaient de se mettre à niveau, récupèrent des data scientists pour essayer de le comprendre. Donc encore une fois, on n'y est pas encore, mais c'est clairement en train de prendre cette direction-là. Et je pense aussi que la partie qui est intéressante, c'est que c'est forcément une responsabilité commune. On avait également une question de Jérémy. Bonjour tout le monde, donc Jérémy, groupe M-Commerce. C'est pas vraiment une question, c'est plus un point de challenge qui s'applique à la fois à la partie mesure et à la certification, mais de manière plus globale à réflexion et marketing. Comment est-ce qu'on intègre la dimension éco-responsable et sustainable dans notre mesure, dans les prises de décision? Ça va bien au-delà de notre petite session, mais comme c'est un sujet évident qui est dans tous les COMEX, mais où on ne sait pas par quel bout le prendre, même chose, il y a à peu près autant de scores d'impact carbone que d'agences, d'acteurs. Comment est-ce que dans notre réflexion globale, je ne dis pas l'intégrer, mais au moins le prendre en compte? En fait, d'abord, c'est une excellente question, mais fondamentalement, ça reste une question de data. C'est-à-dire que c'est exactement le même problème de la mesure, c'est-à-dire de dire est-ce qu'on peut avoir une mesure qui soit un minimum homogène et pour rejoindre, pour aller dans ton sens. C'est ce que j'essayais de dire en conclusion tout à l'heure de la table ronde, c'est que je pense qu'on a une opportunité de dingue de pouvoir intégrer des éléments qui paraissent a priori historiquement hétérogène, c'est-à-dire de prendre des décisions business liées à un impact écologique. Là, on le dit, ça paraît évident, mais il y a quand même quelques temps, ça l'était absolument pas. Et le fait d'avoir de la donnée pour pouvoir le faire est une quasi-réalité aujourd'hui. Et donc, de la même manière, moi, quand on regarde, si ce n'est, alors on peut tergiverser sur le Nutri-Score, mais le simple fait que ça existe aujourd'hui est quand même assez fou comparé à ce qu'on a connu historiquement. Et encore une fois, pour moi, c'est un sujet data. C'est que l'élément est disponible, on a la capacité qui était impossible avant de traquer à l'EN, on a la capacité de comprendre le shopper un par un. Je pense que c'est paradoxalement facilement intégrable, à condition qu'on résolve le même challenge que celui qu'on a eu qu'on a en ce moment avec la mesure en e-retail. Il faut qu'on arrive à unifier un minimum ce que ça veut dire. Je suis d'accord et j'adhère à 100%, mais il y a quand même forcément un volet, on le connaît bien, où il faudra passer par une phase de sélection. C'est-à-dire, est-ce qu'on va collectivement assumer le fait qu'on mettra en avant les acteurs retail médias les moins émetteurs de carbone, et même chose côté annonceur, est-ce qu'on va pouvoir se permettre de dire on ne va pas appliquer les mêmes avantages selon l'émission carbone de l'annonceur concerné? Alors, juste là-dessus, je pense qu'il y a aussi, sur la partie responsabilité, et dans responsabilité, il y a ce que tu peux faire, et aussi, il y a quelque part, il y a un prix à payer. Donc, on le sait très bien, hein, la plupart, les plus gros annonceurs en général sont plutôt ceux qui ont besoin d'essayer de se racheter une petite image d'une manière ou d'une autre. Et donc la contrepartie de ça, c'est effectivement, d'un point de vue pub, je sais pas, simplement parce qu'à un moment donné, il y a tellement de cash dans le système que ça va être compliqué. Mais en revanche, je pense que comme on était en train de parler d'e-marketing mix, sur la partie média, ça me paraît compliqué. Sur la façon dont c'est mis en avant, sur du e-merch, sur qu'est-ce qui va être personnalisé aux gens et ainsi de suite. Encore une fois, je pense que ça ouvre des possibilités qui n'existaient pas avant. Donc je suis pas complètement naïf non plus. Hein. Effectivement, je pense que sur la partie média, ça va être compliqué. Mais en revanche, on a cette possibilité de rebattre les cartes, et notamment d'un point de vue shopper. Ouais, justement, je voulais rajouter sur cette partie shopper, on en a parlé pas mal du shopper aujourd'hui, et je pense que la transformation, elle va venir aussi du shopper et de ses attentes. Quand on voit aujourd'hui dans l'écosystème de start-up, il y a plein de start-up qui se montent sur calculer votre empreinte écologique, votre empreinte carbone, etc. Je sais pas vous, mais nous, les dîners, aujourd'hui, ils tournent pas mal autour de ça. J'habite à Annecy, j'y vais en train, je prends jamais un Paris-Genève parce que c'est de l'avion. Donc forcément, il y a quelque chose qui est en train d'émerger. Et de toute manière, les shoppers, c'est ceux qui sont les plus nombreux, donc c'est ceux qui ont aussi une part de voix, entre guillemets, qui importe. Et c'est in fine à eux, parce que même si on fait du B2B, on fait finalement du B2B2C.
Donc, in fine, c'est lui qui va nous faire changer d'état d'esprit. Donc, je rejoins ton point sur toute la partie plutôt média qui va être complexe à transformer, mais en tout cas, on sent que c'est dans les discussions, on sent que c'est quelque chose qui est de plus en plus prégnant. J'imagine, enfin en tout cas j'ai confiance dans l'écosystème de jeunes start-upers et de jeunes plein de bonnes idées, qu'il va y avoir des choses qui vont émerger dans ces prochains temps qu'on n'a pas soupçonnées et qui vont permettre de répondre à ces nouveaux enjeux qui sont primordiaux. Et de la même part, encore une fois c'est balbutiant, mais c'est déjà des sujets qui avec les retailers. Alors il y a un petit côté général, hein, pas simplement chez les retailers, mais aussi chez les marques. Il y a une petite tendance à faire un greenwashing quand on peut. Mais encore une fois, il y a 5 ans, c'était inconcevable, quoi. Donc on met un peu de temps, mais on va y arriver. Et peut-être pour finir là-dessus, moi je pense de toute façon, il y aura un facteur clé là-dessus, c'est le prix. C'est-à-dire à partir du moment où on part de yield management, à partir du moment où on commence à dire que le prix peut être personnalisé ou que ça va finir par arriver, de manière relativement directe, il y a un rôle de responsabilité derrière et comment est-ce qu'on le voit, quoi. D'autres questions? Ou Florence va nous faire une jolie conclusion? Oh là! Oui, il va peut-être être temps de conclure. Je sais pas. Oui, il est 10h20. Il est 10h20. Ah, parfait. On avait dit entre 10h15 et 10h30. Moi, je suis personnellement très contente, en tout cas, de voir cette salle remplie. Et puis, j'ai eu dans l'oreillette qu'il y avait pas mal de monde sur LinkedIn aussi. On a pu parcourir pas mal d'éléments qui étaient assez intéressants. J'espère que vous partagez ce point-là. Le fait que ce soit la première fois qu'on réunisse, entre guillemets, les associations et les différentes personnes de l'écosystème autour de la table, ça vous montre vraiment notre volonté d'agir ensemble, de faire quelque chose de cohérent, de commun, de conjoint pour l'écosystème. J'ai particulièrement apprécié la table ronde aussi avec la notion de shopper. C'est des tables rondes qui ont vocation à ouvrir un petit peu une autre discussion. La partie shopper, c'est toujours hyper intéressant parce qu'on a beau avoir une casquette de cofondatrice de Tatagram ou responsable média de je ne sais quoi, on est aussi tous des shoppers personnellement. Donc c'est des choses qui résonnent forcément avec nous et je trouve ça hyper pertinent tout ce qui a été dit. C'est vrai qu'on rêve d'avoir une offre ultra personnalisée avec un prix personnalisé le plus bas possible, évidemment. Mais en tout cas, une offre qui répond vraiment à nos attentes, de ne pas être harcelé de médias, mais d'avoir des médias qui sont ultra pertinents, qui répondent à des enjeux qui sont les nôtres. Si on reprend la question de Jérémy sur la partie empreinte écologique, carbone, etc., y en a qui sont plus sensibles que d'autres. Donc pourquoi pas intégrer ça aussi dans la façon dont on communique avec les différents shoppers. Bref, ça ouvre un champ des possibles qui est assez extraordinaire. Donc merci encore pour l'animation et pour les participants. Et puis merci à vous, les garçons, pour la partie table ronde et Catherine d'avoir coordonné un peu pour l'Alliance Digitale. Et voilà, je pense. Et on va se donner rendez-vous peut-être au forum dans quelques jours. Ah mais oui, le forum, le 1er décembre. Catherine, tu veux en dire 2 mots? C'était pas prévu. On peut même appuyer sur le bouton parce que je crois qu'il y a des flashcodes qui voulaient avoir des accès directs. Donc le forum d'Alliance Digitale aura lieu le 1er décembre en présentiel avenue Georges V, donc dans un lieu assez prestigieux. Je vous invite vraiment à vous inscrire si vous voulez flasher. Normalement, ça fonctionne. Le troisième code. On est parti pour parler de différents sujets. Le climat, l'employabilité, tous les sujets réglementaires pour une partie un petit peu, je ne sais pas si c'est sociétal qu'il faut dire, et puis aussi les sujets qui intéressent les marques au sens business, le futur, le métaverse, la conversion. J'en oublie forcément, il y a beaucoup de sujets, il y a beaucoup de beaux speakers. On a notre ministre Jean-Noël Barrot qui conclura ce forum. Donc voilà, inscrivez-vous, venez nombreux. On sera ravis aussi de networker avec vous et vous serez probablement ravis de networker entre vous. Donc c'est le 1er décembre et les inscriptions sont ouvertes. Et je peux rajouter que derrière les 2 autres GenCode, vous pouvez pas GenCode d'ailleurs, QR code, vous pouvez flasher le LinkedIn commun à Alliance Digitale. Et puis ce petit déjeuner, comme bien d'autres, a été filmé et vous le retrouverez sur la chaîne du marketing digital que vous pouvez flasher dans le premier QR code. Voilà. Et on remercie on le laisse quelques secondes pour que vous puissiez en profiter. Et on remercie la quarantaine d'intervenants qui étaient aussi sur LinkedIn et qui nous ont suivis ce matin. Merci. Eh bien, il est temps d'applaudir tous les intervenants et de passer au petit déjeuner. Merci à tous. Au revoir.